Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo autour de la zététique serbe. Je vous apporte un article qui a été rédigé par le Skepticals américain, donc la revue sceptique officielle d'esprit critique et donc de zététique américaine, qui s'inquiète fortement de la subversion idéologique de la biologie. En gros, comme on l'avait vu, la zététique notamment francophone a admis le progressisme dans sa ligne éditoriale et admet que hommes, femmes, on s'en fout. Ce qui est important, c'est tout simplement l'identification personnelle de la personne qui est le principal indicateur de comment traiter la personne en face de toi. C'est-à-dire, on s'en fout de la réalité biologique, de la réalité de la nature ou de la réalité des faits. L'indicateur de la personne en face est suffisante. Et moi, j'avais ironisé du fait que, souvenez-vous, de cette personne de 40 ans qui s'identifiait comme une petite fille de 9 ans polyamoureuse. Du coup, il n'y a rien à contredire là-dessus. Il peut être polyamoureux à 9 ans. Grand bien lui fasse à cette petite fille. Et donc, on va parler de ça. Alors, l'article, c'est de la zététique américaine, donc c'est très... Mais le substrat en est grandement intéressant. Il faut s'accrocher, mais on n'est pas zététicien pour rien. On est parti. Attention, please. Alors, monsieur MX Sam, tu poses une très bonne réflexion. Sceptique, pas zététicien. La branche du scepticisme a donné naissance à la branche de la zététique. Sur le site internet psychédélique.com, vous pouvez aller dans la zététique serbe. Dans la zététique serbe, vous pouvez aller dans Histoire de la zététique. Et je vous parle justement du mouvement zététique, comment il est arrivé, comment il s'est déconnecté, décorrélé du scepticisme, et comment ça a donné la zététique moderne d'aujourd'hui. C'est un parent. L'article qu'on vient de traiter, j'en ai fait un substrat sur le site internet, si vous voulez pas lire l'article en entier. Quoi qu'il en soit, l'article il est là. Hop, et on va commencer, je vous cadre ça correctement. Voilà. Donc c'est le Skeptical Inquirer, le magazine de la science et de la raison. Esprit critique, scepticisme, zététique, tout ça, c'est des mots valises pour la même chose. Article vedette, la subversion idéologique de la biologie par Jerry A. Coyne et Luana S. Maroja. Le résumé. La biologie fait face à une grave menace des politiques progressistes qui changent la façon dont notre travail est effectué, délimitant des domaines de la biologie qui sont tabous et ne seront pas financés par le gouvernement ou publiés dans des revues scientifiques, stipulant les mots que les biologistes doivent éviter dans leurs écritures et décrétant comment la biologie est enseignée aux étudiants et communiquée aux autres scientifiques, au public, à travers la presse technique et populaire. Nous avons écrit cet article non pas pour soutenir que la biologie est morte, mais pour montrer comment la biologie l'empoisonne. Alors c'est très important. Je suis désolé de vous montrer, c'est un peu mon côté zététicien serbe, mais c'est très important d'avoir les bonnes références, d'avoir vraiment les bonnes références. Et notamment, c'est dans cette vidéo-ci qu'il faut absolument garder. 1h24, Tronchambier n'arrive pas à définir une femme et un garçon, même avec la zététique. Une vidéo extrêmement documentée, extrêmement argumentative. C'est cette vidéo-ci que Tronchambier m'a striké pour droit d'auteur, que ma chaîne a failli sauter, que YouTube a mis 3 semaines, mais finalement, il a annulé le strike. Et Tronchambier n'est pas du tout content de cette vidéo, et par contre, il a lui-même dit « Je ne l'ai pas regardé, c'était un torchon. » Ok, d'accord. Vive la zététique et l'analyse. Donc du coup, la zététique principale, c'est francophone, celle menée par Mandax, c'est si t'es dans son sens, tu es de la bonne zététique, si t'es contre son sens, c'est de la mauvaise zététique, il faut le déplatformer. C'est un peu comme les fact-checkers, c'est-à-dire ils décident de qu'est-ce qui est vrai, tout le reste n'existe pas. Il n'y a même pas besoin d'en discuter parce qu'ils savent ce qui est vrai, eux-mêmes. MDR, tu likes tes propres vidéos? Je suis mon premier fan. Je suis mon premier fan. Si je fais mes vidéos, c'est parce que je kiffe mes vidéos, je me kiffe moi-même. Je suis mon premier fan. Et on n'est jamais mieux servi par soi-même.
La science qui nous a apporté tant de progrès et de compréhension de la structure de l'ADN, à la révolution verte et à la conception des vaccins du Covid-19 est menacée par le dogme politique qui étrangle notre tradition essentielle de recherche ouverte et de communication scientifique. Et parce qu'une grande partie de ce dont nous discutons se produit au sein de la science universitaire, où de nombreux scientifiques sont très intimidés pour dire ce qu'ils pensent. Le public est largement étranger à ces questions. Malheureusement, au moment où il devient apparent pour tout le monde, il serait peut-être trop tard. Nous connaissons tous les guerres culturelles qui opposent les progressistes de gauche aux centristes et à ceux de droite. Dans le passé, ces escarmouches portaient sur des questions politiques et socioculturelles et dans le milieu universitaire se limitent en grande partie aux sciences humaines. Mais mis à part les guerres sociobiologiques des années 70 et nos batailles éternelles contre le créationnisme, nous, biologistes, avons toujours pensé que notre domaine éviterait de telles luttes. Après tout, la vérité scientifique serait sûrement à l'abri des attaques ou des distorsions de l'idéologie politique, et la plupart d'entre nous étaient trop occupés à travailler dans les laboratoires pour s'engager dans des querelles partisanes. Nous avions tort. Les scientifiques, à l'intérieur et à l'extérieur de l'académie, ont été parmi les premiers à commencer à purger politiquement leur domaine en déformant ou même en mentant sur des vérités gênantes. Des campagnes ont été lancées pour éliminer le jargon scientifique des mots jugés offensants, pour s'assurer que les résultats susceptibles de nuire aux personnes considérées comme opprimées soient retirés des manuscrits de recherche, et pour orienter le financement de la science loin de la recherche et vers la réforme sociale. En gros, apprendre à mentir, non pas pour le bien de la science et pour la vérité des faits, mais tout simplement pour protéger et défendre. Et là, si ça c'est pas une définition de l'obscurantisme et des dérives sectaires, c'est grave. Si c'est vrai, c'est très grave. Le gouvernement américain a même refusé de rendre publiques les données génétiques, recueillies avec l'argent des contribuables, si l'analyse de ces données pouvait être considérée comme stigmatisante. Par contre, si elles étaient dans l'autre sens, ils se seraient fait fiers. Oui, grâce à notre étude, voilà ce que ça a donné, ça a prouvé ça. Mais si c'est dans le mauvais sens, non, on peut pas vous le dire. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas spécialement pertinent. Non, ça vaut pas le coup de le lire. Non. Mais vous avez dépensé des millions pour ça. Ouais, mais... on va en refaire une mieux. En d'autres termes, la science, et nous parlons ici de tous les domaines STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, est devenue fortement entachée de politique, alors que la justice sociale progressiste écarte notre véritable travail. Trouver la vérité. D'ailleurs, je vous conseille furieusement ceci. Arrêtez de croire n'importe quoi. Par Samuel Buisseret, par Monsieur Sam. Où il explique ce qu'est la zététique et surtout il explique les dérives de la zététique. Et en plus, il me l'a dédicacé. Alors vous voyez rien, mais... Vous voyez ? Il me l'a dédicacé en disant « À mon troll préféré, longue vie à Dramasama, je te bise à vite. » Un excellent bouquin que j'ai dévoré. Il se lit extrêmement facilement. C'est pas du tout prout-prout. C'est un régal à lire. Franchement, foncez dessus. Si vous voulez comprendre ce qu'est le scepticisme, ce qu'est l'esprit critique, ce qu'est la zététique, et aussi ce que toutes les problématiques de tout ça, il est magnifique. Parce qu'il est traité de manière bioéquitable. Il n'est pas genre, non, je peux pas dire ça parce que ça va contre mon dogme. Non, mais si je dis ça, ça va contre mon idéologie. Non, il faut absolument que je dise ça parce que c'est dans mon idéologie. Ce qui est ridicule. Ce que fait actuellement la branche mondaxienne. En d'autres termes, la science, et nous parlons ici de tous les domaines STEM, sciences, technologiques, ingénierie et mathématiques, est devenue fortement entachée de politique, alors que la justice sociale progressiste écarte notre véritable travail, trouver la vérité. En biologie, ces changements ont été un désastre, en diluant notre capacité à enquêter sur ce que nous trouvons intriguant ou important, en retenant le soutien à la recherche, en contrôlant le ton politique des manuscrits et en diabolisant les domaines de recherche et les chercheurs eux-mêmes. Les idéologues ont coupé des pistes entières de recherche. Cela réduira le bien-être humain, car comme tous les scientifiques le comprennent, et comme le montre le lien entre les bactéries résistantes à la chaleur et les tests PCR, nous ne savons jamais quels avantages peuvent en découler de la recherche motivée par la curiosité.
mais nourrir la curiosité a une valeur qui lui est propre. Après tout, cela ne nous rend pas plus sains ou plus riches d'étudier les trous noirs ou le Big Bang, mais cela enrichit certainement nos vies de connaître de telles choses. Ainsi, l'érosion de la liberté académique et en sciences par l'idéologie progressiste nous blesse à la fois intellectuellement et matériellement. Bien que la biologie soit heurtée à l'idéologie, à d'autres moments, et en droit par exemple, l'affaire Lysenko soviétique, le créationnisme et le mouvement anti-vax, la situation actuelle est pire, car elle affecte tous les domaines scientifiques. Ce qui est tout aussi regrettable, ce que les scientifiques eux-mêmes, aidés par des administrateurs universitaires, sont devenus complices de leur propre musellement. Nous donnons ici 6 exemples de la manière dont notre propre domaine, la biologie évolutive des organismes, a été entravé ou déformé par l'idéologie. Chaque exemple implique une déclaration inexacte propagée par des idéologues, suivie d'une brève explication de la raison pour laquelle chaque déclaration est fausse. S'ils se penchent sur la zététique française, ils vont voir flou. Enfin, nous donnons ce que nous considérons comme l'idéologie derrière chaque inexactitude, puis évaluons ces dommages à la recherche scientifique, à l'enseignement et à la compréhension populaire de la science. Notre préoccupation ultime est la recherche en biologie, la découverte des nouveaux faits, mais la recherche n'est pas exempte d'influence sociale. Elle va de pair avec l'enregistrement et l'acceptation publique des faits biologiques. Si certains domaines de la science sont stigmatisés par les médias, par exemple, la compréhension du public en souffrira, et il s'ensuivra une perte d'intérêt pour l'enseignement, ainsi que pour la recherche dans ces domaines. En gros, ce que vous pouvez dire, c'est qu'avec les dérives qu'il y a, la zététique était au top de sa forme il y a quelques années, là elle est en déliquescence hallucinante. C'est devenu contre-productif, ils sont en train de nuire à la beauté de la zététique. Et moi, j'essaye de défendre justement le côté étincelant et intéressant de la zététique. Et ironiquement, c'est la zététique principale qui me chie dessus. Et comme tu le vois, comme vous le voyez, il y a une perte d'intérêt monstrueuse pour la zététique, ce qui est d'une tristesse absolue. Nous nous concentrons sur notre propre domaine de la biologie évolutive parce que c'est ce que nous nous sentons le plus obligés de défendre. Mais nous ajoutons que les conflits idéologiques connexes sont courants dans des sciences telles que la chimie, la physique, les mathématiques ou même l'informatique. Dans ces autres domaines, cependant, les affrontements appliquent moins de déni des faits scientifiques et plus d'efforts pour purifier le langage, dévaloriser les mesures traditionnelles du mérite, changer la démographie des scientifiques, modifier radicalement la façon dont la science est enseignée et décoloniser la science. On a fait plusieurs vidéos sur les maths sont racistes, la science est raciste, tout le bazar. La biologie aussi. La biologie évolutive a été particulièrement sensible aux attaques contre la vérité scientifique car elle traite de sujets les plus épineux de tous, l'origine et la nature d'Homo sapiens. Nous commençons par une idée fausse sur notre espèce qui est devenue assez courante. Le sexe chez l'homme n'est pas une distribution discrète et binaire d'hommes et de femmes, mais un spectre. Cette affirmation, l'une des distorsions politiques les plus courantes de la biologie, par exemple Ainsworth 2018, est fausse, car presque tous les êtres humains sur Terre appartiennent à l'une des deux catégories distinctes. Votre sexe biologique est déterminé simplement par le fait que votre corps est conçu pour fabriquer de gros gamètes immobiles, œufs, caractérisant les femelles, ou de très petites gamètes mobiles, spermatozoïdes, caractérisant les mâles. Il y en a, ils seraient capables de dire que c'est pas dit que les spermatozoïdes sont mâles. Il y a des spermatozoïdes femelles. Même chez les plantes, nous observons la même dichotomie. Le pollen produisant les minuscules spermatozoïdes et les ovules produisant les gros œufs. T'imagines, c'est un zététicien en biologie des plantes qui n'arrive pas à définir le masculin et le féminin et qui t'explique qu'il y a un spectre. La différence de taille peut être énorme. Un œuf humain, par exemple, a 10 millions de fois le volume d'un seul spermatozoïde, et chaque gamète est associé à un appareil reproducteur complexe qui le produit. Ce sont les porteurs de ces deux systèmes reproducteurs que les biologistes reconnaissent comme les sexes. Parce qu'aucun autre type de gamète n'existe chez les animaux ou les plantes vasculaires, et que nous ne voyons pas de gamètes intermédiaires, il n'y a pas de troisième sexe. Alors ce qui revient aussi souvent, c'est « Ouais, mais les intersexes, oui, les intersexes existent, ce n'est pas pour ça que ça invalide et ça infirme qu'il n'y ait que deux sexes. Les intersexes, c'est une maladie génétique, une malformation, qui touche 0,01% de la population. C'est tout. C'est une malformation. Ce n'est pas parce qu'il y a un bébé qui est né malformé avec une jambe que d'un coup,
ça infirme totalement la règle qui dit que les êtres humains ont forcément 2 jambes. Les êtres humains ont 2 jambes. C'est pas parce que t'as des gens qui sont estropiés ou handicapés ou mal formés que d'un coup, c'est pas... Non, on peut pas dire que les humains ont 2 jambes, regarde. Non, il y a des règles. Une anomalie n'invalide pas la règle. Là où maintenant la zététique cherche à te dire « Ouais, mais il y a des anomalies », t'imagines le complotisme, t'imagines l'entrisme du complotisme là-dedans. On peut faire dire tout et n'importe quoi avec ce genre d'argument. Bien que de nombreuses espèces d'animaux et de plantes à fleurs aient des hermaphrodites, ceux-ci combinent simplement les fonctions mâle et femelle et les gamètes au sein d'un même individu, et ne constituent pas un 3e sexe. De plus, les problèmes de développement peuvent parfois produire des personnes intersexuées, y compris des hermaphrodites. Les variantes de développement sont très rares, ne constituant qu'environ une personne sur 5600, soit 0,018%. J'étais pas loin quand j'ai dit 0,01. Et ne représentent pas non plus les autres sexes. Nous ne connaissons que 2 cas de véritables hermaphrodites humains qui étaient fertiles. Mais un individu n'était fertile qu'en tant que mâle, et l'autre uniquement qu'en tant que femelle. Il ne peut pas être fertile dans les 2 cas. Il ne peut pas être et femme et homme en même temps. Ce n'est que chez les protistes, les champignons et les algues que nous trouvons plus de 2 classes distinctes d'individus ayant des gamètes de même taille, isogames, avec des individus capables de s'accoupler avec des membres de n'importe quelle classe sauf la leur. Si vous assouplissez la définition des sexes, celle-ci pourrait être considérée comme des sexes multiples, mais pour éviter toute confusion, les biologistes les appellent types d'accouplement. À toute fin pratique, le sexe est donc binaire, non seulement chez les humains, mais chez tous les animaux et les plantes. Et c'est un binaire parce que la sélection naturelle a favorisé l'évolution d'un binaire. En 1958, le célèbre évolutionniste Ronald Fisher posait la question cruciale. Aucun biologiste praticien intéressé par la reproduction sexuée ne serait amené à élaborer les conséquences détaillées subies par les organismes ayant 3 sexes ou plus. Mais que doit-il faire d'autre s'il veut comprendre pourquoi les sexes sont, en fait, toujours 2 ? Bien qu'il ne soit pas vraiment nécessaire d'avoir 2 types de gamètes distincts pour obtenir l'avantage bien établi de la reproduction sexuée, l'évolution du binaire sexuel s'est produite plusieurs fois. Observations biologiques et modèles mathématiques, dont nous pouvons ignorer les détails désordonnés, montrant pourquoi les chiffres 2 est omniprésent. Pourquoi d'une espèce ancestrale ayant des gamètes de taille égale, isogamie, la sélection naturelle favorise souvent le fractionnement de la population en 2 groupes d'individus ayant des gamètes très différentes, anisogamie. Soit des petits et mobiles, soit des grands et immobiles. 2 sexes ont ainsi évolué, et désormais, l'espèce résistera à l'invasion d'individus possédant d'autres types de gamètes, c'est-à-dire d'autres sexes nouveaux. Nous pouvons voir la stabilité de la condition bisexuelle en réalisant que ce qui déclenche le développement des mâles par rapport aux femelles varie considérablement d'une espèce à l'autre. Différents sexes peuvent être basés sur différents chromosomes et leurs gènes, par exemple XX contre XY chez les humains, ZW contre ZZ chez les oiseaux, les individus avec des chromosomes similaires étant des femelles chez les mammifères et des mâles chez les oiseaux. Différentes températures d'élevage, crocodiles et tortues. Si vous avez un jeu complet ou un demi-ensemble de chromosomes, abeilles, si vous rencontrez une femelle, ver marin, et une foule d'autres facteurs sociaux, génétiques et environnementaux. La sélection naturelle a indépendamment produit diverses voies. Il y a le chat qui redéconne, c'est marrant. Mais à la fin, il n'y a que 2 destinations, les mâles et les femelles. Nous avons donc une dichotomie évoluée et objective reconnue, et non un spectre arbitraire de sexe. N'hésitez pas à vous manifester aussi les gens sur Kik. N'oubliez pas que je stream sur Kik. N'hésitez pas à rejoindre Kik. N'hésitez pas également à rejoindre la chaîne de live. N'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne principale. N'hésitez pas aussi à rejoindre Tipeee. Ça devient long au bout d'un moment. Après, normalement, les filles, elles aiment bien ce qui est long. Pas toutes. Mais malgré les faits, la dichotomie du sexe, en particulier chez les humains, a récemment fait l'objet d'attaques idéologiques. Mais dans des discussions apparemment objectives sur le sexe et le genre, on dit souvent que les individus se sont vus attribuer leur sexe à la naissance. Par exemple, AFAB, attribuer femme à la naissance. Pareil, ça c'est pareil. Oui, mais moi, c'est un sexe qu'on m'a attribué à la naissance. C'est pas un sexe qu'on t'a attribué à la naissance. Tu es né avec ce sexe. Ton sexe, il était déjà là avant ta naissance. Dans ton corps, dans ton ADN. C'est complètement con de dire « on m'a attribué le sexe masculin à la naissance ». Comme s'il s'agissait d'une décision arbitraire des médecins, une construction sociale, plutôt qu'une observation de la réalité biologique.
Même la Société pour l'étude de l'évolution, qui devrait savoir mieux, a été influencée par l'idéologie pour déclarer publiquement que le sexe biologique devait être considéré comme un continuum. Des enseignants ont été chassés de leur travail et privés de leurs cours simplement pour avoir déclaré que le sexe humain est binaire. Comme nous le verrons, cette controverse provient d'une confusion délibérée d'une réalité biologique, les sexes, avec une construction sociale, les genres. Nier la dichotomie du sexe nous empêche de comprendre l'une des généralisations les plus fascinantes de la biologie, la différence entre les hommes et les femmes en termes de comportement et d'apparence. La couleur, l'ornementation, la grande taille et les armes des mâles, par rapport à leur absence chez les femelles, une différence observée chez des espèces telles que les cerfs, les oiseaux, les poissons et les phoques, résulte de la sélection sexuelle. Le processus, d'abord suggéré par Darwin, où les mâles se font concurrencer pour accéder aux femelles, cela implique soit un antagonisme direct entre les mâles, comme dans les joutes de cerfs, soit des mâles faisant appel aux préférences des femelles pour leur couleur, leur ornement et leur comportement. Et cette observation quasi universelle dans la nature vient finalement du fait que les femelles investissent davantage dans les reproductions que les mâles, à commencer par ces gros œufs métaboliquement coûteux. En fin de compte, cela place le fardeau des soins parentaux en grande partie sur les femmes, attachées à la production et à l'élevage de la progéniture. Les femelles deviennent ainsi le sexe le moins disponible pour l'accouplement, même lorsque le rapport mâle-femelle est de 1-1. La sélection sexuelle explique également le comportement. Pourquoi, dans la plupart des espèces, y compris la nôtre, les mâles sont plus promiscueux que les femelles, qui sont pointilleuses avec leurs partenaires. Pour un mâle, la fécondation consiste simplement à dépenser une cuillère à café de sperme, tandis que pour les femelles, les ovules sont rares et chers. La grossesse est longue. Et puis il y a ces progénitures embêtantes à soigner et à nourrir pendant des années chez les humains. Bois, panache, queue de paon, danse d'accouplement élaborée pour les mâles, chants d'oiseaux, restaurants, ces traits est une foule d'autres n'ont de sens que comme le résultat évolutif d'avoir des gamètes de tailles différentes. Attends, je bois un coup. Salut Psycho, je me demandais où tu faisais tes streams, j'ai la réponse, c'est ici. Eh oui. Pourquoi tant de gens résistent-ils au binaire sexuel? Parce qu'il est dans leur intérêt idéologique de confondre le sexe biologique avec leur genre, l'identité sociale ou le rôle sexuel. Contrairement au sexe biologique, le genre forme davantage un continuum. Les listes en ligne donnent des dizaines de genres. Pourtant, les distributions de genres sont bimodales, en bosse de chameau. La plupart des gens se conforment au rôle de genre masculin et féminin, mais il y a beaucoup plus d'intermédiaires que nous n'en voyons pour le sexe biologique. Et pourquoi les gens déforment-ils la vérité? On soupçonne que certains de ceux dont le genre ne correspond pas à l'un des deux sexes biologiques et leurs alliés veulent redéfinir le sexe pour que, comme le genre, ils forment davantage un continuum. Si abandonner le binaire sexuel est bien intentionné, cela déforme également gravement les faits scientifiques et toutes les conséquences évolutives qui en découlent. Toutes les différences comportementales et physiologiques entre les hommes et les femmes sont dues à la socialisation. On prétend souvent que l'évolution et la génétique ne jouent aucun rôle dans ces différences. Il s'agit de l'idéologie bien connue de la table rase, qui affirme que tous les êtres humains, hommes et femmes compris, naissent avec la propension à se comporter de la même manière. Et quelles que soient les différences comportementales ou psychologiques que nous observons entre les groupes, elles découlent uniquement de la socialisation, y compris influence économique ou environnementale. Pour un biologiste, ce genre de table rase, qui peut provenir en partie de la foi marxiste dans la malléabilité infinie des humains, est profondément faux. Plusieurs études montrent clairement qu'il existe des différences moyennes entre les hommes et les femmes dans une longue liste de comportements influencés par la biologie, y compris les intérêts sexuels, les soins parentaux, l'agressivité, le degré de promiscuité, la prise de risque, l'intérêt pour les gens par rapport aux choses, l'empathie, la peur, faire les créneaux, la capacité spatiale, la violence et les traits liés aux relations sociales. Il est important de réaliser que nous parlons de moyenne ici. Il y a beaucoup de chevauchements entre les distributions de comportements masculins et féminins, de sorte que les individus peuvent montrer des caractéristiques plus souvent observées chez les autres sexes. Certaines femmes, par exemple, sont plus agressives que l'homme moyen, quand il oublie de rabattre la cuvette. Et nous devons ajouter que la socialisation est un contributeur probable, peut-être majeur, à de nombreuses différences de comportement entre les hommes et les femmes.
D'ailleurs, on se fait engueuler parce qu'on oublie de rabaisser la cuvette. On pourrait les engueuler parce qu'ils oublient de la relever aussi. Égalité. Un peu d'égalité. On doit tout le temps penser à vous. Vous pouvez penser aussi à nous. Ce serait bien aussi, après vos affaires, de relever la cuvette. Mais peut-on affirmer que cet écart de moyens résulte uniquement de la socialisation? Non. Il est probable que les différences moyennes dans les comportements énumérés ci-dessus aient non seulement une base biologique, mais aussi une base évoluée et génétique. C'est-à-dire qu'il est certain que pendant des millions d'années, la sélection naturelle a fait diverger certains comportements de mâles et de femelles. Comment le savons-nous? En utilisant plusieurs critères, y compris l'évaluation de la probabilité générale d'une explication adaptative. Rechercher des parallèles comportementaux chez d'autres espèces, en particulier nos plus proches parents primates. Déterminer si une différence sexuelle dans le comportement est omniprésente parmi différentes cultures humaines, y compris les chasseurs-cueilleurs, tester si le comportement est influencé par des hormones de reproduction, telles que la testostérone, et voir si le comportement apparaît au moment prévu du développement. La prise de risque et l'agressivité entre hommes, par exemple. Mais pour beaucoup, même suggérer une base biologique pour les différences de comportement entre les sexes est tabou, perçu comme une sorte de misogynie. Un exemple récent est la déclaration du Chelsea Cornerboy dans le New York Times, selon laquelle l'instinct maternel est un mythe créé par l'homme. S'il réfute l'instinct maternel, par miroir, il réfute l'instinct paternel aussi. Et évidemment qu'il y a un instinct maternel. Ici, elle soutient que les différences bien connues entre les hommes et les femmes dans l'attention et le comportement envers leurs enfants sont entièrement dues à la socialisation. La réponse évidente de la biologie est que si certaines sociétés humaines imposent aux femmes le fardeau des soins maternels, la plus grande attention des mères que des pères envers leurs enfants. Attention déclenchée par des signaux tels que des hormones, la lactation, les pleurs des nourrissons, la vue des bébés, se voit non seulement dans toutes les sociétés humaines, mais plus importante encore aussi dans des milliers d'autres espèces animales, y compris nos plus proches parents primates. L'instinct maternel, par exemple. Il y a eu un cas pas plus tard qu'hier. Alors, il ne faut pas que je parle trop fort parce que ma femme est en télétravail et pourrait entendre. J'étais en train de jouer à Street Fighter 6. Je suis SP 10 000. Je me bats pour Gold 2 étoiles. Je suis à 9 victoires consécutives. Concentration de fou. Je défonce le premier round, je me fais laminer dans le deuxième round. Final round. La concentration est à son comble, j'ai 9 victoires consécutives, je me battais contre quelqu'un, je crois qu'il y avait 8 victoires consécutives. Concentration maximale. L'instinct maternel. Il est 21h, 20h30. Ma femme arrive, elle a fait le repas, elle me tend l'assiette. Tiens ton assiette mon chéri, elle me le tend devant les yeux. Je suis hyper concentré. Elle, l'instinct maternel, c'est nourrir son homme. Elle voit pas que je suis focus à 300% dans un match de fou furieux, en plein final round. C'est hyper serré. Elle me tend l'assiette dans les yeux. Je suis là, mais sérieux, t'es sérieux? Et donc là, tu peux pas l'engueuler. Tu peux pas l'engueuler. Elle fait la popote. Elle vient avec amour te la porter. C'est un truc de fou. Tu peux pas te rendre compte que... Attends, moi je sais pas... Alors que moi je suis un homme. Ma fille joue. Avant de la déranger, je vois ce qu'elle est en train de faire, je vois le contexte, je vois comment elle est concentrée, je vois si je peux l'attaquer. Enfin, l'attaquer. Voir si je peux la déranger. J'attends. Ma femme, il joue. Je vais pas parler. T'arrives à une cinématique, la plus plot twist de la planète. Tu vois ces trucs de fou. C'est là, il dit, ah en fait je t'ai pas raconté, en fait il y a machin, un truc. Mais t'es sérieuse là? Et, truc de fou furieux, elle parle pendant toute la cinématique s'arrête, et au moment où tu dis, bon bah là je peux me concentrer, la cinématique s'est arrêtée, c'est pas grave, j'ai pas tout suivi, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Parce que tu sais, t'es là, tu fronces les sourcils, t'essaies de bloquer ton cerveau pour entendre que le flux audio de la télé et pas l'entendre l'espèce de blablabla qui parle à côté. La cinématique s'arrête, je me retourne, je la regarde, je fais oui, et alors? Elle me dit, non mais c'est tout ce que j'avais à dire, et elle s'en va. Au moment où elle pourrait commencer à parler, elle s'arrête de parler. Je fais, mais je vois! C'est un truc de ouf. Les femmes, vous êtes hallucinantes. Et ça, je mets ça sur le coup de l'instinct maternel. C'est juste la femme. Non, c'est toutes les femmes.
Tiens, on a pas. Hey Google, transmets. Quel est votre message? Madame à l'instinct maternel, on mange quoi? Ça te dirait pas qu'on commande des sushis? D'accord, je transmets ça tout de suite. Ce serait en effet une étrange coïncidence si la misogynie et le patriarcat arrivaient à créer une situation chez les humains identique à celle observée chez nos cousins évolutifs, ainsi que chez nos parents plus éloignés. L'idée fausse que les hommes et les femmes humains naissent biologiquement identiques en termes de comportement et de biologie est une forme de ce que nous appelons l'égalitarisme biologique. C'est le point de vue selon lequel tous les groupes doivent être essentiellement les mêmes dans des aspects importants de leur biologie. Car si elles ne l'étaient pas, on pourrait tenter de glisser de la non-identité à l'inégalité, et de là au sectarisme, à la misogynie et à d'autres comportements discriminatoires. Mais comme nous le verrons, il n'y a aucun lien logique entre ce que nous voyons dans la nature et la façon dont nous devrions considérer la dignité, les droits et les libertés des différents individus ou groupes. Le premier est une question de la réalité. Le second, une question d'éthique. Comment nous construisons rationnellement la moralité? 3. La biologie évolutionniste, l'étude des racines évolutives des comportements humains, est un faux domaine basé sur des fausses hypothèses. Le biologiste P.Z. Myers s'est joint à plusieurs autres critiques de ce domaine, autrefois appelé sociobiologie, lorsqu'il a affirmé que les prémices fondamentales de l'évopsie, la psychologie évolutionnaire, sont fausses. Même les psychologues sociaux qui acceptent presque universellement l'évolution elle-même sont beaucoup moins enthousiastes à l'idée que l'évolution explique des aspects importants de la psychologie humaine, des attitudes sociales et des préférences. Mais le point de vue largement accepté de Myers est erroné, car les prémices fondamentales de la psychologie évolutionniste est simplement la suivante. Nos cerveaux et leur fonctionnement, qui donnent nos comportements, nos préférences et nos pensées, reflètent parfois la sélection naturelle qui a agi sur nos ancêtres. Personne ne le nie pour notre corps, des palimpsestes de traits, des palimpsestes. Hey Google, donne la définition de palimpseste. Selon Wikipédia, ça existe? Un palimpseste est un manuscrit constitué d'un parchemin déjà utilisé, dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. Eh ben putain. Ok. Moi je lis le dictionnaire, hein. Enfin j'écoute le dictionnaire, moi je connais les mots. De traits autrefois adaptatifs qui ne sont plus utiles, dents de sagesse, coccyx et poils transitoires chez les embryons. Mais les opposants à la psychologie évolutionniste le nient par nos comportements. Mais il n'y a aucune raison scientifique, j'en étais sûr que le chat descendait plus, mais il n'y a aucune raison scientifique à une telle dualité. Pourquoi diable notre corps devrait-il refléter des millions d'années d'évolution alors que notre comportement, nos pensées et notre psychologie, façonnés par les mêmes forces, sont en quelque sorte immunisés contre notre passé? La seule façon dont cela pourrait être vrai est si le comportement humain manquait de variation génétique, une condition sine qua non pour l'évolution. Pourtant, la recherche a montré que nos comportements sont parmi les traits humains les plus génétiquement variables. Ainsi, les guerres sociologiques des années 70, lancées par le livre éponyme D.O. Wilson, se poursuivent sous un nouveau nom. Mais le sujet reste l'exceptionnalisme humain, l'idée que nous sommes en quelque sorte presque libérés des forces évolutives qui ont façonné le comportement d'autres espèces. Il est vrai que le début de la psychologie évolutionniste incluait des recherches douces qui proposaient des hypothèses adaptatives douteuses et invérifiables pour notre comportement, mais maintenant le domaine a atteint une maturité explicative qui doit être prise au sérieux. En effet, la psychologie évolutionniste explique qu'à notre connaissance plusieurs comportements humains. Il s'agit notamment de la raison pour laquelle nous favorisons les parents par rapport aux non-parents, les parents les plus proches par rapport aux parents plus éloignés, pourquoi nous maltraitons les beaux enfants plus fréquemment que les enfants biologiques, pourquoi les hommes sont plus agressifs que les femmes, ça dépend à quelle période du mois, pourquoi les hommes montrent plus de jalousie sexuelle que les femmes, pourquoi, parce que les femmes elles n'ont pas de problème de grosseur, pourquoi certaines expressions faciales véhiculent des émotions, pourquoi nous avons peur des serpents et des araignées et montrant du dégoût pour les fluides corporels, et pourquoi nous avons soif de sucre et de graisse. Alors moi c'est plus le sel. En effet, certains de nos comportements, comme la propension à manger des choses qui ne sont plus saines, constituent des traits utiles chez nos ancêtres, mais désormais inutiles, voire nuisibles. En enfermant un immense domaine de recherche et d'enseignement qui implique la nature humaine,
la diffamation idéologique de la psychologie évolutionniste nous empêche de comprendre notre espèce. Putain, mais c'est joli ça! Faut le sortir, ça! Vous faites, dès que t'en as un qui dit ouais mais non mais il y a plus que deux sexes, ouais mais non mais il s'identifie comme truc, tu fais de la diffamation idéologique, biologique. De la diffamation idéologique de la psychologie évolutionniste. Qui nous empêche de comprendre notre propre espèce. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Comme l'ont noté deux psychologues évolutionnistes, pas une seule institution délivrant des diplômes aux États-Unis, à notre connaissance, n'exige ne serait-ce qu'un seul cours de biologie évolutive dans le cadre d'un diplôme en psychologie. Un écart éducatif étonnant qui déconnecte la psychologie du reste des sciences et de la vie. Sans une telle connaissance, nous nous retrouvons avec des constructions sociales et des attentes sociétales, comme seule source de nos comportements. C'est des explications qui échouent totalement à expliquer les données observées. Il va sans dire que lorsqu'il s'agit de problèmes humains impliquant un comportement, il est préférable d'avoir les explications les plus complètes possibles, à la fois sociales et biologiques. Le rejet de la psychologie évolutionniste est motivé par une idéologie vierge de la nature humaine qui considère les humains comme presque infiniment malléables. Un peu de contrainte génétique sur nos comportements. Nous avons déjà mentionné que le marxisme a presque certainement influencé cette attitude, qui est apparue à gauche. D'autres raisons sont décrites dans le livre de Steven Pinker, The Blank State, The Modern Journal of Human Nature. Il inclut un dédain pour les déterminismes biologiques, une conviction que les choses qui peuvent être apprises, comme le langage, ne peuvent pas en même temps impliquer des capacités qui ont évolué. La fausse vision de la biologie est le destin. Non, la fausse vision de la biologie est le destin. Que ce qui est hérité ne peut être changé, et un déni catégorique que la biologie joue un rôle important dans le comportement humain, y compris les similitudes et différences entre individus ou groupes. Comme nous le verrons, l'étude des différences génétiques entre individus ou groupes est particulièrement tabou, car ce travail est censé favoriser le sectarisme, voire l'eugénisme. Je vous ai dit, hein, l'article est long, mais extrêmement intéressant. Nous devons éviter d'étudier les différences génétiques et de comportement entre les individus. L'hypothèse par défaut de nombreuses personnes, en particulier celles qui adhèrent à l'ardoise vierge, est que les différences génétiques entre les personnes dans des traits tels que la réussite scolaire, le QI et des traits similaires ne devraient pas être étudiés. Dans certains cas, l'existence même des différences génétiques est niée malgré de solides preuves à l'appui provenant de diverses lignes de recherche, telles que des études de jumeaux. On pense qu'un tel travail produit inévitablement une classe de personnes, une promotion du sectarisme et un tri injuste des individus sur différentes filières éducatives. Et pourtant, au même sein d'un même groupe ethnique, par exemple les Américains, descendants d'Européens, la variation de pratiquement tous les traits, qu'ils soient physiques ou comportementaux, a une composante génétique appréciable. Cela vaut pour des traits tels que la taille, la tension artérielle, la tendance à fumer ou à boire, le névrosisme, et les capacités cognitives et les niveaux d'introduction. Pour les deux derniers traits, plus de la moitié de la variation entre les individus est basée sur la variation de leurs gènes. Il est important de réaliser cependant que ces mesures reflètent les variations au sein d'une population qui ne disent rien sur la base des différences entre la population ou les groupes ethniques. Ce type d'étude plus utile depuis que la science a développé des techniques pour séquencer l'ADN du génome entier d'un individu, avec des informations et le séquençage de nombreux individus. Vous pouvez corréler chaque position d'ADN variable, c'est-à-dire de base nucléotidique, unique, avec divers traits d'individus, en déterminant quels morceaux d'ADN sont corrélés à la variation d'un trait sélectionné. Ce type d'étude, étude d'association à l'échelle de génome ou GWAS, a par exemple mis en évidence près de 4000 zones du génome associées au niveau d'instruction. Fait fascinant, nombre de ces gènes sont actifs principalement dans le cerveau. Grâce aux études du GWAS, il est désormais possible de faire des prédictions assez précises sur l'apparence, le comportement, la réussite scolaire et la santé d'une personne simplement en analysant l'ADN d'un individu et en calculant ses scores polygéniques individuels, sur la base de larges échantillons de sa population. Cela peut être même fait sur l'ADN fœtal. Ça me rappelle un peu Bienvenue à Gataga. Un peu, je sais pas si vous vous rappelez de ce film, il était vraiment bien, Bienvenue à Gataga.
L'analyse GWAS offre de nombreuses possibilités d'intervention utiles, notamment en surveillant les individus pour les problèmes de santé qu'ils sont génétiquement susceptibles de développer. L'utilité des scores GWAS pour la réussite scolaire est cependant beaucoup plus controversée. Bien que les différences génétiques jouent un rôle dans de nombreux aspects de ce que nous considérons comme l'intelligence, il est factuellement plus facile d'égaliser les perspectives des gens via des réformes sociales et éducatives qu'en utilisant des scores polygéniques. Pourtant, comprendre la variation génétique sous-jacente aux résultats scolaires pourrait un jour être utile. Par exemple, si nous découvrons des variantes génétiques qui répondent particulièrement bien aux interventions éducatives ou sociales, il pourrait être possible de cibler ces individus très tôt. Ces études génétiques pourraient également aider à identifier les effets environnementaux. Si deux personnes ayant des scores polygéniques identiques se retrouvent avec des vies très différentes, en quoi leur environnement diffère-t-il? C'est pourquoi faire de telles recherches, malgré la controverse, vaut toujours la peine. La plupart des gens ne s'opposeraient pas à connaître leur risque génétique de développer des maladies, mais cela ne s'étend pas aux travaux sur le comportement et la cognition. La résistance à ces études repose sur une vue vierge de la nature humaine, qui rejette tout déterminisme génétique et soutient que nous pouvons presque entièrement surmonter toute influence génétique sur le comportement. Les études génétiques de tout ce qui va au-delà des traits physiques et de la maladie sont, prétend-on, liées à l'eugénisme et à des actes de fanatisme similaires dans le passé. En fait, la peur de l'évitement de la recherche génétique en comportemental sont si forts que même le National Institute of Health définissent les races uniquement comme construction sociale et ont limité l'accès des chercheurs aux bases de données publiques financées par les contribuables, contenant des informations sur la constitution génétique, la santé, l'éducation, la profession et les revenus d'individus anonymes. Ces instructions s'appliquent apparemment même aux études qui n'impliquent pas les différences entre les races. Et il semble donc que le gouvernement américain tente d'étouffer les recherches sur la génétique comportementale en général, en particulier le comportement lié à la réussite sociale et sociale. Ça se comprend. T'imagines qu'ils prouvent catégoriquement que une telle couleur de peau est beaucoup plus violente qu'une telle couleur de peau. La race et l'ethnicité sont des constructions sociales sans signification scientifique ou biologique. C'est l'éléphant dans la pièce. L'affirmation selon laquelle il n'y a aucune valeur empirique à étudier les différences entre les races, les groupes ethniques ou les populations. Alors du coup c'est intéressant parce qu'ils disent « Ouais non mais ça sert à rien d'étudier, c'est une construction sociale, ils sont tous égaux, il n'y a pas de souci. » À ce moment-là, s'il n'y a aucun problème, on peut l'étudier, non? Tu sais, ça reviendrait à confirmer par étude que oui, les Noirs ont des grosses bites. Plus grosses que les Asiatiques. Un tel travail est le plus grand tabou de la biologie, prétendument raciste et nuisible par nature. Mais l'affirmation en tête de ce paragraphe, une citation directe des rédacteurs du journal de l'American Medical Association, est fausse. Avant de traiter cette patate chaude, soulignons que nous préférons le mot ethnicité, ou même population géographique à race. Car ce dernier terme, en raison de son association historique avec le racisme, est tout simplement devenu trop polarisant. De plus, les anciennes désignations raciales telles que blanc, noir, asiatique, est venue avec la vision erronée que les races se distinguent facilement par quelques traits, sont géographiquement délimitées et ont des différences génétiques substantielles. En fait, l'espèce humaine comprend aujourd'hui des groupes géographiques continus qui ne représentent que des différences faibles à modestes dans les fréquences des variants génétiques. Et il existe des groupes au sein des groupes. Potentiellement un nombre illimité de races. Pourtant, les populations humaines présentent des différences génétiques d'un endroit à l'autre, et ces petites différences additionnées sur des milliers de gènes s'ajoutent à des différences substantielles et souvent diagnostiques entre les populations. Mais la vision ancienne et démodée de la race n'est pas dépourvue de signification biologique. Un groupe de chercheurs a comparé un large échantillon de gènes chez plus de 3600 personnes qui se sont identifiées comme afro-américains, blanches, est-asiatiques ou hispaniques. L'analyse de l'ADN a montré que ces groupes appartenaient à des groupes génétiques et qu'il y avait une correspondance de 99,84% entre quel groupe quelqu'un est tombé et sa classification raciale autodésignée. Sa classification raciale autodésignée. On l'avait vu, ça. Ce qui se définissait comme sud-coréen. Et qui avait... c'était Holly London. Qui est revenu d'ailleurs. Il a fait sa détransition. Et maintenant, il lutte contre les trans et contre les LGBT et contre les dérives woke.
Mais c'était rigolo. Il s'identifiait comme asiatique, il voulait ressembler, il a fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à je sais plus quel chanteur de BTS, et une chirurgie esthétique pour se diminuer le sexe pour ressembler plus à un coréen. Il y a des vidéos là-dessus, n'hésitez pas. Ou le poisson Wi-Fi aussi. Mais ce n'est pas surprenant car, compte tenu des mouvements restreints dans le passé, la population humaine ont évolué en grande partie dans l'isolement géographique les unes des autres, à l'exception des hispaniques. Une population récemment mélangée n'a jamais été considérée comme une race. Comme toute biologiste de l'évolution le sait. Les populations géographiques isolées se différencient génétiquement au fil du temps, et c'est pourquoi nous pouvons utiliser les gènes pour faire des bonnes suppositions sur l'origine de la population. Des travaux plus récents, tirant parti de notre capacité à séquencer facilement des génomes entiers, confirment une concordance élevée entre les races auto-identifiées et les groupements génétiques. Une étude portant sur 23 groupes ethniques a révélé qu'elle appartenait à 7 grands groupes, races, ethnicités, chacun associé à une région différente du monde. À une échelle plus fine, l'analyse génétique des Européens montre que, remarquablement, une carte de leur constitution génétique coïncide presque parfaitement avec la carte de l'Europe elle-même. En fait, l'ADN de la plupart des Européens peut réduire leur lieu de naissance à environ 800 km. À quoi servent ces regroupements ethniques? Commençons par quelque chose de beaucoup de gens connaissent. La capacité de déduire son ascendance personnelle à partir de ses gènes. S'il n'y a pas de différence entre les populations, cette tâche serait impossible et les sociétés d'ascendance, telles que 23,5, n'existeraient pas. Mais vous n'avez même pas besoin de séquences d'ADN pour prédire avec précision les ethnies. Les traits physiques peuvent parfois faire l'affaire. Les programmes d'IA peuvent, par exemple, prédire avec assez précisément la race autodéclarée à partir de simples radiographies de la poitrine. À plus grande échelle, l'analyse génétique des populations mondiales nous a permis non seulement de retracer l'histoire des expansions humaines hors d'Afrique, il y en a plusieurs, mais aussi d'attribuer des dates auxquelles l'Homo sapiens a colonisé différentes régions du monde. Cela a été facilité par les techniques récentes de séquençage de l'ADN fossile humain. En plus de cela, nous avons de l'ADN fossile des groupes tels que les Denisoviens et les Néandertaliens, qui, en conjonction avec des données modernes, nous indiquent que ces groupes aujourd'hui disparus se sont élevés dans le passé avec les ancêtres de l'Homo sapiens moderne, produisant au moins une progéniture fertile. La plupart d'entre nous ont de l'ADN de Néandertal dans nos génomes. Bien que l'archéologie et la datation au carbone aient aidé à reconstituer l'histoire de notre espèce, celles-ci ont été largement supplantées par le séquençage de l'ADN d'humains vivants et anciens. De plus, il y a une valeur médicale dans les études génétiques de population. Un bon nombre de maladies génétiques, par exemple, sont associées, mais pas absolument, à l'ethnicité. Des maladies comme la maladie de Tay-Sachs, la drépanocytose, la mucoviscidose et l'hémochromatose héréditaire. Ces associations rendent à la fois le diagnostic et le conseil prénatal plus efficaces, car on peut utiliser l'ethnicité pour se concentrer sur d'éventuels problèmes médicaux. L'incidence, d'ailleurs, c'est un cas, tu sais, les couples mixtes, donc un homme blanc, une femme noire, ou inversement, on les met au courant des problèmes de drépanocytose notamment, qui est beaucoup plus élevé du fait du mélange des gènes. L'incidence de maladies telles que la maladie cardiaque, les cancers et le diabète diffère également selon les groupes ethniques, mais ces maladies ont des causes à la fois génétiques et environnementales. Leur traitement nécessite donc de tenir compte de l'alimentation et du mode de vie. Moi aussi, mes gènes serbes et ma femme qui est portugaise, mes filles, il y avait aussi des inquiétudes. Pourtant, l'analyse génétique des individus et des groupes pourrait aider même avec ces maladies complexes. L'analyse GWAS, basée sur des études ethniques spécifiques, par exemple, pourrait donner des estimations du risque des diverses maladies en testant des nourrissons ou même des fœtus. Si vous savez que vous êtes à risque, la surveillance de votre mode de vie peut réduire les risques et tomber gravement malade lorsque vous serez plus âgé. Heureusement, les données GWAS pour différents groupes ethniques commencent à être collectées, et les chercheurs médicaux reconnaissent déjà que les études sur les différentes ethnies sont essentielles à la fois pour comprendre la maladie et réduire la disparité en matière de santé. En effet, les résultats génétiques d'un groupe peuvent ne pas se généraliser aux résultats d'un autre groupe. Une récente analyse GWAS de la démence, par exemple, a découvert que certaines régions du génome augmentent les risques chez les Afro-Américains, mais pas chez les Blancs américains. Cela implique que certains gènes capables de prédire la démence future différeront entre ces groupes
et que les interventions ou les remèdes possibles pourraient également différer. C'est notamment le scénario principal de Judgment, le spin-off de Yakuza où on joue Yagami, le détective. Il y a un problème de santé publique hallucinante et d'une dégénérescence et d'une démence de la population. Et qui savent pas quoi faire dans les années, décennies à venir. Et ils cherchent justement un médicament. Pour essayer de réduire ou de guérir cette démence. Et il y a énormément d'argent en jeu et c'est quasiment le fil rouge de Judgment, qui est incroyable d'ailleurs. Je vous invite à le faire. Oui, c'est d'où le fait que en France, ils interdisent les statistiques ethniques parce que les gauchos ont peur de voir la vérité. C'est ça, c'est... Non, mais il n'y a aucun problème, il y a... Ouais, mais du coup, dans les prisons, il y a plus de gens de couleur. Non, c'est faux. Bah, on fait des stats alors. Non. Pourquoi on fait pas de stats? Parce que ça sert à rien? C'est raciste? Putain, moment. Enfin, il existe des raisons médico-légales pour associer la génétique à l'ethnicité. Celle-ci implique de prédire à quoi pourrait ressembler un agresseur ou une victime, par exemple les traits du visage ou les couleurs des yeux, de la peau et des cheveux, à partir d'un échantillon de sang, de tissu ou de sperme, ou alors lors de l'utilisation d'ADN ancien, de prédire comment les personnes anciennes pourraient avoir regardé. Nous avons maintenant par exemple que certains néandertaliens avaient la peau pâle et les cheveux roux, et que la peau foncée et les yeux bleus était peut-être courant chez les Homo sapiens européens il y a quelques milliers d'années. Mais la question centrale de la génétique dans la guerre culturelle concerne les caractéristiques comportementales de différentes populations et groupes ethniques. Les différences d'intelligence étant le sujet le plus tabou, à la lumière de l'histoire mouvementée de ce travail, il incombe à tous les chercheurs de faire preuve de prudence, car pratiquement tous les résultats, à l'exception de l'identité mondiale des populations, pourraient être utilisés pour renforcer les préjugés et le sectarisme. En effet, même écrire sur ce sujet a conduit à des sanctions contre de nombreux scientifiques qui se sont retrouvés dénoncés, diffamés, protestés, pétitionnés, frappés à coups de poing, de pied, traqués, crachés dessus, censurés, licenciés de leur travail et déchus de leur titre honorifique. Un exemple bien connu est Bo Winegard, un professeur non titulaire de l'Ohio, qui a apparemment été licencié pour simplement suggérer la possibilité qu'il y ait des différences de cognition entre les groupes ethniques. C'est pourquoi la plupart des biologistes restent loin de ce sujet. C'est pour ça aussi qu'ils commencent à s'étonner qu'il y a trop d'asiatiques parmi les cursus universitaires et que ça manque d'inclusivité et qu'il faut baisser le niveau des contrôles pour qu'il y ait plus de personnes de couleur, de personnes noires qui accèdent à ces contrôles, qui accèdent aux universités et qu'il y a trop d'asiatiques. Mais du coup, t'es en train d'insinuer que... Non, c'est juste du racisme. Ah, ok. Moi, je suis... Tout le monde est égaux, hein. Tu veux que la personne noire, elle ait son diplôme et qu'elle accède à l'université? Elle a qu'à bosser plus. Point. Je me souviens, il y a une vidéo, je sais plus si c'était Harvard ou Yale, ils avaient fait en sorte que le même contrôle, sauf que pour les étudiants asiatiques, les questions rapportaient moins de points, et pour les étudiants noirs, les questions rapportaient plus de points. Mais pas de problème de racisme. Non. C'est de l'antiracisme. Oui. Oh, putain. Moi, je dis juste... t'es con, tu t'y vas pas. T'es intelligent, t'y vas. Point. Tu vas boss, c'est tout. C'est le skill qui compte. Là, ce que t'es en train de faire, c'est du racisme. Puis après, tu sais, c'est les premiers woke qui vont aller voir. T'as vu? Heureusement que je suis là. J'ai abaissé le niveau du diplôme, comme ça, ils vont pouvoir te prendre. Heureusement que je suis là, hein. Heureusement que moi, blanc, patriarcal, privilégié, je suis là pour t'infantiliser. Parce que sans moi, tu serais toujours... C'est un truc de ouf. Le tabou n'est pas de savoir s'il existe des différences observables dans le QI et les résultats de vie entre les groupes, car ceux-ci sont bien connus et facilement mesurés à l'aide de tests standardisés. La question est plutôt de savoir ce qui cause ces disparités. Différences génétiques, problèmes de société tels que la pauvreté, le racisme passé et présent, les différences culturelles, le faible accès aux possibilités d'éducation,
l'interaction entre les gènes et les environnements sociaux, ou une combinaison de ce qui précède. C'est un peu ça l'idée, tu sais, ceux qui te sortent « Ouais, la carte des QI, ils sont trop cons en Afrique centrale, regarde !» C'est sûr que quand t'es dans une société très développée avec des études et tout, t'es plus intelligent, et quand tu vas dans des cases au fin fond dans des villages africains, où eux d'abord c'est survivre et aller chercher de l'eau, ils s'en foutent un peu de la règle de Pythagore et de Thalès. Et d'un coup on dit ouais ils sont nuls, leur QI est nul. C'est nul, c'est complètement con. Comme disait Einstein, c'est je sais plus ce qu'il disait d'ailleurs. C'est putain, c'était quoi déjà la phrase? C'est analyser la capacité d'un poisson à monter aux arbres et après se dire ah, il est nul. Par contre, prends un Suédois ou un Américain, fous-le dans une case au fin fond de l'Afrique, donne-lui 2 semaines pour qu'il survive et on verra qui a le plus de QI. C'est pour ça que le QI, tu peux pas le centrer par rapport à un... Faut le recontextualiser. Faut le recontextualiser. Quelques méthodes ont été appliquées à cette question, notamment des études d'adoption. L'analyse d'ethnie mixte, population et GWS. Les analyses génomiques se sont toutes concentrées sur le niveau d'instruction, fortement corrélé avec les estimations du QI et les mesures de réussite dans la vie, mais se sont concentrées presque exclusivement sur les descendants blancs d'Européens. Et le pouvoir prédictif de ces scores GWS, ethniquement blancs, disparaît presque lorsque vous appliquez ça à d'autres groupes ethniques. C'est ce que je viens de dire. Tiens, j'ai pré-shot l'article. La raison de cette dégradation de la prévisibilité implique les différences génétiques entre les groupes, y compris la différence entre les sous-ensembles des gènes qui affectent le niveau d'instruction, l'existence de différentes variantes des mêmes gènes impliqués dans les deux groupes, ou les différences entre les groupes dans la façon dont les gènes et leurs variantes interagissent entre eux et avec l'environnement. Les résultats est qu'il n'est pas facile de transposer les résultats d'un groupe ethnique à un autre. Chaque groupe doit être étudié séparément. 2 autres problèmes compliquent l'analyse, des différences comportementales et cognitives entre les groupes. Premièrement, ces traits sont généralement affectés par la variation de centaines, voire de milliers de gènes répartis dans tout le génome. Deuxièmement, ces gènes sont physiquement connectés à d'autres gènes sur le chromosome. Pris ensemble, cela signifie que de nombreux gènes sur l'apparence extérieure, couleur, structure de visage, texture de cheveux, les gènes mêmes qui donnent des informations sur l'appartenance ethnique d'une personne sont physiquement liés à d'autres gènes, y compris ceux du niveau d'instruction. Étant donné que les gènes proches les uns des autres sur les chromosomes sont hérités ensemble, nous n'avons aucun moyen de séparer complètement les gènes affectant l'apparence de ceux affectant le niveau d'instruction. Si les différences de réussite entre les groupes proviennent au moins en partie du fait que la société traite les gens différemment lorsqu'ils ont l'air différents, par exemple via le sectarisme et le racisme, alors l'effet sociétal causé par les gènes d'appartenance est confondu avec l'effet direct des gènes de réussite scolaire. Mais malgré la difficulté de démêler les effets de gènes et des environnements, il y a toujours des avantages sociaux à comprendre les effets génétiques au sein de différents groupes. Par exemple, les études GWS, menées séparément pour chaque ethnie, pourraient éclairer si la variante génétique associée aux résultats scolaires diffère entre les différents groupes ou répondent différemment aux interventions environnementales. Imaginez, par exemple, un gène dont les variantes étaient associées à la fonction thyroïdienne. Imaginez en outre que des variantes de ce gène qui réduisaient la fonction thyroïdienne, provoquant une carence en iode, étaient associées à un niveau d'instruction inférieur aux variantes à expression plus élevée, et que les variantes à faible teneur en iode étaient plus fréquentes chez les blancs que chez les asiatiques. Ce n'est pas complètement fantaisiste. Une carence en iode peut réduire le QI de 15 points. Et ça, on l'a... je sais plus comment on appelle ça. En France, j'avais lu une étude, et c'est assez commun, que ceux qui vivent en montagne et en altitude sont un peu plus mous du cerveau que ceux qui vivent au bord de la mer et qui sont iodés. D'où l'expression française un crétin des Alpes. Ouais, voilà, c'est ce que tu dis, Sylvie. Le manque d'oxygène, l'altitude, le manque d'iode. Et les gènes peuvent affecter la façon dont on répond à un régime pauvre en iode. Alors vous allez me dire, oui c'est faux, mais regarde Marseille, tous les cons qu'il y a. Oui, mais bon, du coup, c'est plein de choses. Salut, il y a les gens de Marseille, salut.
Il y a des gens qui me regardent de Marseille. La cannebière. Vient de Bex en Suisse l'expression crétin des Alpes. Ok. Ouais, Marseille, c'est spécial. Une intervention simple pourrait impliquer une supplantation en iode chez les blancs ayant des variantes d'ADN à faible expression. Mais par chez ceux à haute expression trop d'iode et toxique, cet exemple n'est pas tiré par les cheveux, car nous savons que différents groupes ou de nombreuses formes de gènes uniques, c'est-à-dire des allèles privés, qui pourraient avoir des effets importants sur le comportement ainsi que les propres interactions uniques avec l'environnement. Il devrait être clair, à partir de cet exemple, que les raisons d'étudier les différences génétiques entre les groupes ethniques sont de stimuler le succès des individus dont l'ADN est connu, et non de classer différents groupes pour un trait ou un autre. Mais pour faire ce boosting, nous devons d'abord comprendre la nature des différences génétiques entre les groupes. De nombreuses objections à ce type de travail disparaissent lorsque vous réalisez que même si l'accent est mis sur le segment d'ADN spécifique à la population associée à la réussite, le but ultime est d'aider chaque personne à faire de son mieux. À notre avis, la recherche sur la cognition, le niveau de scolarité au sein des groupes et entre eux ne devrait pas être diabolisée, interdite ou automatiquement refusée à la publication. Attends. Virginie, tu commandes à manger? Quoi? Avec la pluie? Mais on s'en fout, c'est Uber qui livre. Bah, soit tu fais à manger, soit tu commandes à manger. Moi? Tu bosses, t'es en télétravail et c'est l'heure de midi? Mais tu peux commander au moins Uber? Tu peux commander un japonais? Ou un indien? Allô? Tu veux pas commander pendant que je finis mon live? Bah ouais, mais je vais finir tard. Ouais, je vais devoir finir mon live et puis c'est moi qui vais devoir travailler. Je peux même pas compter sur elle. Mais enfin, laisse-la tranquille. Ils sont tous en train de m'engueuler sur le chat à cause de toi. Ils m'engueulent sur le chat, ils disent que je suis macho. Hein? Oh, putain. Et 20 ans de couple. 20 ans de couple. Bref. Et les données devraient être accessibles au public. Il va sans dire que les scientifiques doivent être prudents face à de telles recherches et vigilants contre les utilisations abusives ou leurs fausses représentations. Mais en fin de compte, il est difficile de contester l'idée que plus nous comprenons, et cela inclut la génétique, plus nous aurons des succès avec les politiques sociales. En effet, il y a de bons arguments suggérant que la recherche étouffante sur le QI, ou assimilant cette recherche au racisme, causera plus de mal que de bien. Après tout, l'égalité politique devrait être un impératif moral, pas une hypothèse empirique, et finalement la valeur d'un être humain ne dépend pas et ne devrait pas dépendre de son QI ou de ses années de scolarité. La grande biologiste évolutionniste Ernst Mayr l'a bien dit. L'égalité malgré une non-identité évidente est un concept quelque peu sophistiqué et requiert une stature morale dont beaucoup d'individus semblent incapables. Ils nient plutôt la variabilité humaine et assimilent l'égalité à l'identité, ou ils prétendent que l'espèce humaine est exceptionnelle dans le monde organique et que seuls les caractères morphologiques sont contrôlés par les gènes et que tous les autres traits de l'esprit ou du caractère sont dus au conditionnement ou à d'autres facteurs non génétiques. Une idéologie basée sur des prémices aussi manifestement fausses ne peut que conduire au désastre. Son champion de l'égalité humaine repose sur une revendication identitaire. Dès qu'il est prouvé que celle-ci n'existe pas, l'appui de l'égalité est également perdu. 6. Les modes de connaissance indigènes sont équivalents à la science moderne et doivent être respectés et enseignés en tant que tels. Parce que les peuples autochtones tels que les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Amérindiens du Nouveau Monde ont été victimes de colonialisme, leurs connaissances traditionnelles sont souvent saluées comme une version alternative de la science moderne, une manière de savoir, développée indépendamment de ce qu'on appelle la science colonialiste, mais considérée par beaucoup comme d'égale valeur. En fait, le gouvernement néo-zélandais exige que les modes de connaissance indigènes bénéficient d'un statut égal à la science moderne dans la salle des classes, et aux autres matières dans tous les établissements d'enseignement secondaire.
L'Afrique du Sud connaît également une décolonisation de la biologie. Un article dans la prestigieuse revue Nature appelle à décoloniser la pharmacologie dans ce pays, en se concentrant sur des remèdes locaux à base de plantes pour ancrer le programme dans l'expérience locale. Et ça, c'est dangereux. Complètement con d'ailleurs. Bien que cela ajoute une saveur locale à l'apprentissage, jeter l'encre dans l'expérience locale ne peut que détourner l'étudiant d'une formation en pharmacologie moderne. Et on part dans du va lécher des cailloux, tu vas guérir ton cancer. Si, il y a un gourou là dans le village, t'inquiète. Mataranga Maori, la façon indigène de savoir en Nouvelle-Zélande est un mélange de connaissances empiriques dérivées d'essais et d'erreurs, y compris la capacité de navigation de leurs ancêtres polynésiens et les façons maoris de se procurer et de cultiver de la nourriture. Mais comprend également des domaines non scientifiques tels que la théologie, la tradition, l'idéologie, la morale et les légendes. Pourtant, tous ceux-ci sont considérés comme dignes d'être enseignés comme égaux aux méthodes et aux résultats de la science moderne. Les érudits maoris, par exemple, ont avancé l'affirmation improbable que les Polynésiens, les ancêtres des Maoris, ont été les premiers à découvrir l'Antarctique au 7e siècle. Cette affirmation est sûrement fausse, probablement basée sur la traduction erronée d'une légende orale. En fait, l'Antarctique a été vue pour la première fois par les Russes en 1820. Néanmoins, la Royal Society de Nouvelle-Zélande, l'organisation scientifique la plus prestigieuse du pays, a accordé une subvention de 660 000 $ aux Maoris pour explorer ce faux récit. Il y a également un renouveau des remèdes traditionnels à la base de plantes et spirituelles de Mataranga Maori qui intègrent les chants comme moyen de guérison. Tiens, qu'est-ce que je disais au-dessus? Putain, je préchote. Je suis tellement doué en préchotage. Je suis un sniper. D'ailleurs, c'est une de mes armes favorites, les snipers. Bien que les remèdes locaux puissent parfois être utiles, ils ne sont presque jamais testés en utilisant l'étalon or de la médecine, les excès contrôlés, randomisés. Et si tu dis, ouais mais non mais c'est faux, non mais faut arrêter, au bout d'un moment on peut pas enseigner ça. Oh, tu es raciste. Hein? Mais non, mais quoi? Oh. Panique morale. Ils font de la panique morale. Les modes de connaissances autochtones comprennent généralement les connaissances pratiques, qu'ils comprennent des observations sur l'environnement local et des pratiques utiles développées au fil du temps, y compris dans le cas de Mataranga Maori. Les anciennes méthodes de navigation est la meilleure façon d'attraper les anguilles, mais la connaissance pratique n'est pas la même chose que l'investigation systématique et objective de la nature. Exempte d'hypothèses sur les dieux et les esprits, qui constituent la science moderne. Confondre les modes de connaissance indigènes avec la science moderne confondra les étudiants non seulement sur ce qui constitue la connaissance, mais aussi sur la nature de la science elle-même. Il est vrai que les sciences modernes est née en Europe occidentale au XVIIe siècle, avec une époque où les femmes étaient privées d'éducation et où la majorité de la population était blanche. Cette situation, due à des préjugés, restreignait sévèrement les opportunités des gens, mais ne fournissait aucune raison de discréditer la science en elle-même. Le meilleur moyen de générer des connaissances acceptées sur l'univers, comme occidental ou colonialiste, occidental est devenu un abus de langage total et insulte les nombreuses personnes dans d'autres pays qui pratiquent le même type de science. Une question connexe qui oppose la culture indigène à la science moderne et l'anthropologie médico-légale, l'étude de sociétés anciennes à l'aide de restes humains et d'artefacts. En Amérique du Nord, par exemple, les restes humains, selon l'endroit où ils se trouvent, peuvent être revendiqués par les Amérindiens comme les leurs, soustraits à l'étude scientifique parce qu'ils sont considérés comme d'anciens membres de groupes autochtones modernes. En effet, la loi fédérale impose la restitution des ossements et des autres artefacts aux groupes indigènes qui les revendiquent. Les restes doivent être réenterrés sans études scientifiques. Même s'il n'y a pas de lien généalogique clair entre les ossements humains et les Amérindiens liés à l'endroit où les restes ont été trouvés. Dans le cas de Kennewick Man, les revendications scientifiques indigènes incluaient un chef amérindien rejetant la vérité selon laquelle ses ancêtres sont arrivés via le détroit de Bering depuis l'Asie pour ces motifs. D'après nos histoires orales, nous savons que notre peuple a fait partie de cette terre depuis le début des temps, dit M. Minturn. Nous ne croyons pas que notre peuple a migré ici depuis un autre continent. Bref, il est dans l'idéologie religieuse, dogmatique de ses croyances. L'une des victimes de cet état d'esprit est l'anthropologue physique Elizabeth Weiss, de l'état de San José, qui étudie ces os vieux de 500 à 3000 ans en Californie. Pour avoir simplement étudié ce reste, Weiss a été rétrogradée par son université et interdite d'étudier la collection d'ossements de son département. Et ça, c'est scandaleux.
Mais c'est encore pire, elle n'a pas le droit d'étudier les radiographies des restes ou même de montrer une photographie des boîtes dans lesquelles ils sont conservés. De nombreuses autres universités, telles que Berkeley, renvoient et réenterrent également des artefacts des vieux zoos. T'sais, au lieu de passer dans les théories du complot, ouais, zone 51, les petits zones verts, les ovnis, ça existe et tout, blablabla, il y a ça. C'est même pas une théorie du complot, c'est à la vue de tout le monde, et tout le monde s'en fout. Le résultat, l'histoire humaine et l'anthropologie précieuse restent interdites car les vestiges et les artefacts sont considérés comme sacrés. De toute évidence, et ça c'est pas bon, moi je suis anthropologue à la base. Enfin j'ai fait des études d'anthropologie, sociologie des religions, et c'est grave. C'est grave. Et tout le monde s'en fout. Où sont les progressistes? Là. Pour lutter contre ça. De toute évidence, la meilleure solution serait de reporter l'inhumation après études scientifiques ou collecte d'ADN. La politique actuelle nous empêche simplement de connaître notre passé. La promotion de ces autres modes de connaissance vient d'un désir de valorisation, de valoriser les groupes opprimés, en présentant une grande partie de leur culture comme ayant les mêmes autorités épistémiques que la science. Un point de vue que le philosophe Molly McGrath appelait l'autorité de la victime sacrée. Dans sa forme séculière, cette autorité découle des vues postmodernes selon lesquelles la science n'est qu'une des nombreuses façons de savoir et que l'hégémonie de la science reflète le pouvoir plutôt que l'accomplissement. On peut rejeter aussi ça sur les communautés LGBT qui sont là, qui font le mois des fiertés, le mois de juin, il faut mettre le drapeau absolument partout pour être reconnu. On a un drapeau pour être reconnu, c'est le drapeau du pays. Normalement, tout le monde est censé se reconnaître dans ce drapeau. Si tu as besoin d'un drapeau à toi en dessous du drapeau du pays, c'est que c'est plus une égalité, c'est plus une équité, c'est un privilège. Tu t'estimes privilégié par rapport au reste de la population. Ceci est résumé par la devise adoptée par certains à droite comme à gauche cependant, pendant des décennies selon laquelle la science est toujours politique. À l'instar du créationnisme biblique, la plupart des connaissances indigènes ont une composante spirituelle et théologique substantielle qui ne provient pas de preuves, mais de l'autorité ou de la révélation. Pour ajouter une quelconque de ces connaissances à la science moderne, vous devez d'abord séparer le bon grain empirique de l'ivraie spirituelle. C'est ce que voulait dire le pasteur non confessionnel Mike House, quand, après avoir renoncé à sa foi, il a décrit la connaissance religieuse de cette façon. Il n'y a pas différentes manières de savoir, il y a savoir et ne pas savoir, et ce sont les deux seules options dans ce monde. Presque toutes les distorsions idéologiques de la biologie proviennent d'un état d'esprit, l'égalitarisme radical. C'est le point de vue selon lequel les sexes, les différents groupes ethniques et, dans une certaine mesure, les individus d'une population sont génétiquement presque identiques, dans le comportement et la physiologie, mais pas en apparence, et que la plupart des différences de comportement sont dues à la socialisation et à d'autres effets environnementaux. La socialisation est, par exemple, devenue l'explication par défaut pour expliquer pourquoi il y a plus d'hommes que de femmes en mathématiques et en physique, et un excès de femmes en psychologie. Pourquoi les hommes sont plus agressifs et les femmes plus empathiques? Ça explique aussi pourquoi il y a autant de femmes trans extrêmement agressives, parce que biologiquement, à la naissance, c'était des hommes. Et pourquoi les hommes trans sont plus empathiques? Parce qu'à la naissance, c'était des femmes. De nature, ce sont des femmes. Pourquoi il y a des différences de réussite entre les individus, de différentes classes sociales et ethnies? Et pourquoi certains groupes sont représentés différemment dans la science et les milieux universitaires en général? Bien que les influences sociales puissent certainement affecter des différences, les preuves omniprésentes de l'influence génétique sur les différences humaines rendent imprudent de rejeter a priori l'influence des facteurs héréditaires. Néanmoins, parce que les données biologiques contredisent l'idéologie à la mode de la table rase, ces partisans sont obligés de rendre le programme insensible aux données, ce qu'ils font en déformant les faits et la biologie pour se conformer à leurs croyances. L'égalitarisme biologique nuit à la science de deux manières. L'une est la dissuasion, le refroidissement de la recherche qui empêche les scientifiques d'étudier ou d'enseigner certains problèmes. Cela ne se fait pas par l'interdiction directe de la recherche, mais en instillant des peurs chez les enseignants ou les chercheurs qui les découragent de le travailler sur ces sujets et même d'en discuter. Quelques exemples publics suffisent à en dissuader beaucoup d'autres,
comme la mise au pilori de ceux qui enseignent qu'il n'y a que 2 sexes chez les humains, par exemple Carol Owen à Harvard ou Christy Hammer à l'Université du Sud du Maine. De plus, ceux qui étudient les différences entre les groupes et leur génétique peuvent être simplement rejetés en les qualifiant de sexistes, misogynes, racistes, eugénistes. Bref, panique morale, entonnoir. On t'attribue cette insulte, plus besoin d'arguments, plus besoin de débat, on te déshumanise, c'est réglé. J'ai gagné! Cela a été remarquablement efficace car quel libéral, et la plupart des biologistes sont des libéraux, veut être goudronné avec ces étiquettes. De même, ceux qui refusent d'accepter l'équivalence de la science moderne et des modes de connaissance indigènes sont jugés non seulement racistes, mais colonialistes. T'es un colonialiste. Il a le droit de te dire que lécher des cailloux ça guérit le cancer, espèce de raciste colonial. C'est vrai. Ça s'est fait pendant des siècles et des millénaires dans sa tribu, et toi tu veux nier ça. Faut-il s'étonner que les enseignants, les chercheurs et les professeurs s'autocensurent sur ces questions? L'autre dommage concerne l'action directe, imposer des exigences et des sanctions aux scientifiques dont les recherches s'éloignent trop de l'égalitarisme biologique. Les punitions vont de la suppression des cours aux professeurs, rendant leur vie si misérable qu'ils sont forcés de quitter les milieux universitaires, exigeant la fidélité au mensonge, le licenciement direct, exigeant l'infusion de la mythologie dans la science, rejetant les articles scientifiques parce que leurs découvertes ne respectent pas la dignité et les droits de tous les êtres humains, la rétention des données financées par des fonds publics pour les recherches et le détournement des fonds de recherche vers des projets dérivés idéologiquement. Les National Institute of Health ont autrefois adopté ce plan mais l'ont rapidement abandonné. Et c'est là que tu vois les dérives de la zététique principale française, c'est dangereux. Et j'essaye d'alerter ça, au travers notamment, je vous invite à aller, au travers notamment des articles sur la branche serbe de la zététique. Je vous invite à aller découvrir les autres articles, notamment Pourquoi j'ai quitté la zététique, un témoignage bouleversant, qui est assez intéressant. Et aussi la zététique ou les usages multiples d'une mise en récit scientiste dans un monde social, déconstruction scientifique, l'intrusion idéologique dans les sciences. C'est un article qu'on a déjà traité d'ailleurs le 23 mai dernier, dans la zététique serbe, qu'on retraite aujourd'hui au travers de cette vidéo, de manière beaucoup plus détaillée. Au-delà de cela, et au-delà de la portée de cet article, se trouvent les nombreuses attaques contre les mérites scientifiques, en tant que moyen dépassé de juger la science ou d'embaucher des scientifiques. Nous voyons de plus en plus d'appels, venant principalement de la gauche, pour remplacer les évaluations du mérite par des systèmes plus holistiques, qui prennent en compte l'identité de groupe. Cela a conduit de nombreuses universités à exiger que les professeurs potentiels soumettent des déclarations de diversité dans le cadre de leur candidature, ainsi qu'à éliminer l'obligation pour les étudiants potentiels de soumettre des notes à des tests standardisés tels que les MCATS, les SAT, les GRE, et même à licencier des professeurs dont les cours de sciences sont trop difficiles. Tout ça, c'est des liens qui mènent vers des articles, n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez voir les articles qui sont corrélés. La plupart des liens, d'ailleurs, qui sont corrélés dans cet article, c'est des vidéos que j'ai traitées. Pour vous dire que je suis zététicien, mais depuis de nombreuses années. Et que j'essaie d'alerter à tout ça. La science a toujours été soumise à une influence et à un contrôle idéologique. D'ailleurs, Mandax qui dit « Tu n'es pas un zététicien, tu ne seras jamais un zététicien, je te prie de ne plus jamais parler de zététique, tu n'as pas le droit de parler de zététique. » Alors, Mandax, j'ai envie de te dire, c'est pas toi qui décides. Je m'identifie en tant que zététicien. Ça devrait suffire à ce que tu acceptes, que je le sois. Sachant que tu acceptes qu'un mec de 40 ans s'identifie comme une fille de 9 ans polyamoureuse, sur simple déclaration de fait, tu devrais, sur simple déclaration de fait, admettre que je suis zététicien de la branche serbe. Dis-Louisite. Dis-Louisite. La science a toujours été soumise à une influence et à un contrôle idéologique, à commencer par la censure de Galilée par l'Église catholique, dont le système solaire héliocentrique contredisait la théologie acceptée. Et ces influences sont venues à la fois de la droite et de la gauche, y compris les débats sur l'évolution, l'efficacité des vaccins, le réchauffement climatique, l'eau fluorée, etc. Faut vous dire que maintenant la zététique francophone et le progressisme et le wokisme, c'est
l'Église catholique. Et des gens comme moi, Pazen, d'autres, on est les Galilées 2.0. Mais ce qui se passe maintenant est différent. Premièrement, les attaques récentes contre la science sont plus générales qu'auparavant, impliquant non seulement des problèmes isolés, mais s'étendant à tous les domaines. Les guerres de la biologie, par exemple, impliquent désormais bien plus que le fait de l'évolution. La seule véritable bataille culturelle que nous ayons menée pendant la majeure partie de nos carrières, et se sont étendues au sexe biologique, aux différences entre les groupes, au langage scientifique, que nous sommes autorisés à utiliser. Le traitement des artefacts biologiques est en fait s'il existe des moyens valables d'apprendre sur le monde naturel en dehors de la science moderne, et bien sûr des biologistes célèbres du passé tels que MacGregor Mendel, Charles Darwin et T.H. Huxley sont dénigrés avec le recul comme racistes ou sexistes. Darwin. C'est un truc ouf. De plus, les attaques contre la science ne viennent pas seulement du public, des croyants ou des autorités politiques comme par le passé, mais impliquent les scientifiques eux-mêmes. Les scientifiques qui considèrent que certaines recherches sont tabous restreignent la disponibilité des données financées par des fonds publics. Donc ils restreignent seulement quand ça va pas dans le bon sens, c'est surtout ça le problème. Soutiennent que les financements de la recherche devraient dépendre de l'idéologie plutôt que du mérite. T'imagines? Est-ce que vous imaginez des scientifiques qui te disent que la recherche devrait dépendre de l'idéologie plutôt que du mérite? Et ces gens sont financés par le gouvernement et les politiques et sont soutenus par les wokistes. Est-ce que vous vous rendez compte de la problématique qu'il y a dans cette phrase? Pour moi, un scientifique qui tient cet argument devrait être viré sur le champ, en fait. Il devrait vraiment être viré sur le champ, en fait. Enfin, partout, dans tous les domaines, pas seulement scientifiques, mais dans tous les domaines. Bon, sauf à l'église, évidemment, on est d'accord, à l'église, et dans les religions, c'est normal qu'on dépend plus de l'idéologie que du mérite, c'est normal, voilà. Mais en dehors des religions, ça devrait être viré sur le champ. Et exige que les articles de recherche soient censurés ou supprimés s'ils risquent d'offenser des individus ou des groupes, dans le cas de l'affaire Lysenko. Le décret soviétique a dicté la distorsion de la génétique et de la science agricole, mais aujourd'hui, nos propres collègues forcent la nature dans le lit de Procuste de l'idéologie. Bien que la non-conformité scientifique ne soit pas la question de vie ou de mort qu'elle était dans la Russie de Staline. Les emplois et la recherche sont clairement menacés. Pourquoi cela se produit-il maintenant? Nous soupçonnons que le changement de climat politique au cours des 10 dernières années, y compris la montée rapide de la politique identitaire, a poussé les scientifiques de gauche, même s'ils veulent bien faire, à utiliser leur propre domaine pour signaler la vertu idéologique et l'appartenance à une politique tribu. De plus, les départements des sciences ont également été infectés par le postmodernisme français. Je vous rappelle, le progressisme, le wokisme, les woke, c'est issu de la French Theory française des années 60, qui a migré aux États-Unis, qui a gonflé dans les universités là-bas, et qui nous revient en plein dans la gueule. Le postmodernisme français omniprésent dans les départements des sciences humaines. Combiné à l'autocensure de nombreux chercheurs et enseignants qui craignent des dommages professionnels, cela constitue une grave menace pour la science. Comment alors restituer à la science sa mission première, comprendre la nature et l'univers, étant donné que la pression idéologique vient en grande partie des scientifiques eux-mêmes, y compris ceux qui distribuent la subvention et jugent les articles de recherche, nous ne pouvons pas compter sur des arguments scientifiques pour résoudre le problème. En effet, l'égalitarisme radical est lui-même une forme de foi, résistante aux faits et aux arguments rationnels. C'est aussi un gage d'allégeance collective. Steven Pinker a également expliqué comment la résistance à l'évolution n'impliquait pas de rejeter les preuves scientifiques, mais servait plutôt d'un signe d'adhésion à une idéologie religieuse qui rejetait l'évolution par principe. Son explication vaut également par l'idéologie progressiste quasi-religieuse qui nuit à la biologie. Professer une croyance en l'évolution n'est pas un don de culture scientifique, mais une affirmation de loyauté envers une sous-culture laïque, libérale par opposition à une culture religieuse conservatrice. En 2010, la National Science Foundation a supprimé l'élément suivant de son test de culture scientifique. Les êtres humains, tels que nous les connaissons aujourd'hui, se sont développés à partir d'espèces animales antérieures. La raison de ce changement n'était pas, comme les scientifiques l'ont hurlé, parce que la NSF avait cédé à la pression créationniste pour détourner l'évolution du canon scientifique, c'est que la corrélation entre les performances sur cet élément et sur tous les autres éléments du test, tels que un électron est plus petit qu'un atome et les antibiotiques tuent le virus, était si faible
qu'elle prenait de la place dans les tests qui pourraient aller à plus d'éléments de diagnostic. L'article, en d'autres termes, était en fait un test de religiosité plutôt que de culture scientifique. Lorsque l'item était précédé de « selon la théorie de l'évolution », de sorte que la compréhension scientifique était dissociée de l'allégeance culturelle, les candidats religieux et non religieux ont répondu de la même manière. Donc si les faits ne changent pas la donne, que pouvons-nous faire? Un palliatif évident est celui que nous avons toujours eu sous la main, une forme d'égalitarisme libéral et de morale indépendante des différentes biologiques. Comme Pinker l'a noté dans The Blank State, l'égalité n'est pas l'affirmation empirique selon laquelle tous les groupes d'humains sont interchangeables. C'est le principe moral selon lequel les individus ne doivent pas être jugés ou contraints par les propriétés moyennes de leur groupe. Nous pouvons également continuer à souligner que le travail de scientifique est de trouver la vérité, pas de décider comment cette vérité doit être utilisée par la société. Il ne s'agit pas de prétendre que toutes les recherches sont également valables ou intéressantes, ni de prétendre que les sciences n'ont pas été mal utilisées de manière nuisible, comme le zyklon B et les armes nucléaires me viennent à l'esprit. Mais compte tenu du fait que de nombreuses recherches pures ont conduit à des découvertes qui n'auraient jamais pu être prévues, nous devrions éviter... Nous devrions éviter de placer des domaines entiers de travail hors limite. Si certaines personnes déforment ou abusent de la recherche scientifique à des fins idéologiques, les scientifiques eux-mêmes devraient prendre l'initiative de corriger les dossiers. Mais peut-être que la solution ultime implique la philosophie, soulignant qu'il n'y a aucune valeur à se tourner vers la nature de déterminer lesquels de nos comportements sont bons, moraux ou normaux. Cela implique toujours deux erreurs bien connues. Le premier est le sophisme naturaliste, le célèbre dicton qui est égal doit, également formulé comme « ce qui est naturel, c'est ce que nous devrions faire ». Le second est l'appel connexe au sophisme de la nature, qui soutient que ce qui est naturel doit être ce qui est bon. Ça, je l'ai appris là-dedans, dis donc. C'est un sophisme. Ce qui est naturel, c'est bon. Mais la radioactivité, c'est naturel? C'est bon alors? Ouais, mais non. Mais le champignon là qui pousse, c'est bon alors? Ouais, mais non. Bah alors. Les deux erreurs conduisent aux mêmes erreurs. Premièrement, si nous continuons notre politique et notre éthique sur ce que nous savons de la nature, alors notre politique et notre éthique deviennent malléables au changement de ce que nous découvrons plus tard sur la nature. Par exemple, l'observation selon laquelle les bonobos femelles se frottent les organes génitaux comme un comportement de liaison a été utilisée pour justifier pourquoi l'homosexualité humaine n'est ni offensante ni amorale. Il y a vraiment des gens qui ont fait ça. Le comportement des bonobos est après tout naturel. Des comportements homosexuels similaires ont été signalés chez de nombreuses espèces et ont été utilisés dans le même but. Mais que faire si un tel comportement avait-il été observé chez des espèces non humaines? Si l'observation des bonobos s'avérait fausse, est-ce que cela rendrait le comportement sexuel immoral ou même criminel? Bien sûr que non, car les conceptions éclairées de l'homosexualité ne reposent pas sur des parallèles avec la nature, mais sur l'éthique, qui nous dit qu'il n'y a rien d'immoral dans les relations sexuelles consenties entre adultes. Deuxièmement, nous devons réaliser que de nombreux comportements naturels, parce qu'on les retrouve chez d'autres espèces, seraient considérés comme répugnants ou immoraux chez nous. Ceci inclut l'infanticide, le vol et la copulation extra-couple, comme l'a écrit l'un de nous. Si les causes homosexuelles est en quelque sorte stimulées par des parallèles de la nature, alors les causes de tueurs d'enfants, de voleurs et d'adultères le sont aussi. Mais nous ne tirons pas vraiment notre moralité et notre idéologie de la nature. Au lieu de cela, nous sélectionnons et choisissons ces comportements chez d'autres espèces qui ressemblent à une moralité que nous avons déjà. Les gens font exactement la même chose, ignorer les mauvais comportements et louer les bons, lorsqu'ils prétendent dériver la moralité des textes religieux tels que la Bible. Toutes les idées fausses biologiques dont nous avons discuté impliquent d'imposer des croyances préconçues à la nature. Cela inverse une vieille erreur en une nouvelle, que nous appelons l'appel inverse à la nature. Au lieu de supposer que ce qui est naturel doit être bon, cette erreur soutient que ce qui est bon doit être naturel. Cela exige que vous voyiez le monde naturel à travers les lentilles prescrites par votre idéologie. Si vous êtes un activiste du genre, il n'y a pas longtemps, la vidéo de Bad Mulch et de Léo sur la discussion, Léo expliquait que il fallait annuler et il ne fallait plus mettre d'amende à des personnes racisées, harceleurs et agresseurs de rue, parce que ça leur fait des préjudices et que c'est pas bien
et que ça fait des préjudices également à leur famille, à leurs femmes, à leurs finances. Parce que le problème, c'est, tu vois, il faut pas mettre d'amende à des harceleurs de rue racisés. Il faut annuler ça. Et de toute façon, les femmes blanches qui subissent ce genre d'agression et d'harcèlement, ça va, les séquelles sont pas ouf. Donc ça va, ils peuvent arrêter. Il passe le fait que le racisé devient intouchable de par son idéologie antiraciste progressiste. Et tout ce que tu vas faire contre lui, c'est du racisme. Même si ce dernier tue, vole, si tu agis contre lui pour le restreindre, pour le mettre des amendes, c'est raciste. On a une inversion de la nature. Cela exige que vous voyez le monde naturel à travers des lentilles prescrites par votre idéologie. Si vous êtes un activiste du genre, vous devez voir plus que 2 sexes biologiques. Si vous êtes un égalitariste strict, tous les groupes doivent avoir un comportement identique et leur manière de savoir également valable. Et si vous êtes un anti-héréditaire, un slater blanc qui voit les différences génétiques comme favorisant l'eugénisme et le racisme, alors vous devez découvrir que les gènes ne peuvent avoir que des effets insignifiants et sans conséquence sur le comportement des groupes et des individus. Ce type de biais viole la règle scientifique la plus importante, exprimée de manière célèbre par Richard Feynman. Le premier principe est que vous ne devez pas vous tromper, et vous êtes la personne la plus facile à tromper. Mais le plus grand danger n'est pas pour la compréhension de la science par les profanes, mais pour la science elle-même. Le principe directeur de la science et de la liberté académique, dont dépend la science, est la liberté de recherche, ce qui place des champs entiers d'investigation hors limite. On déforme la vérité scientifique par des raisons politiques, non seulement violant cette liberté, mais nous privant des avantages intellectuels et pratiques qui pourraient découler d'une recherche pure et sans entrave. Nous ne sommes pas dans l'illusion que le fait d'attirer l'attention sur ces points et d'insister sur le sophisme de l'appel inverse à la nature poussera complètement l'idéologie hors de la science. L'idéologie progressiste se renforce et s'immisce davantage dans tous les domaines de la science. Et parce que c'est progressiste, et parce que la plupart des scientifiques sont des libéraux, peu d'entre nous osent s'opposer à ces restrictions à notre liberté, à moins qu'il y ait un changement dans le zeitgeist, et à moins que les scientifiques trouvent enfin le courage de dénoncer les effets toxiques de l'idéologie sur leur domaine, dans quelques décennies, la science sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. En effet, il est peu probable que nous la reconnaissons comme une science. Et si vous regardez bien par rapport à tout ce qu'on avait dit, c'est ce qui est devenu la zététique mendaxienne, la zététique de la branche principale, et eux-mêmes l'ont avoué, c'est leur nouvelle ligne éditoriale, ils influent de l'idéologie et un positionnement politique dans les thèmes qu'ils vont traiter prochainement. Et ironiquement, si vous revenez même pas 2 ans en arrière, vous reprenez les dires de Mandax, il dit exactement ce qui est dit dans cet article. Il faut lutter contre l'idéologisation de la science, il faut lutter contre les gens qui nient la science. Il était même fondamentalement pour le fait que, bah oui, il n'y a que 2 sexes, faut arrêter les conneries. Et il est revenu en arrière. Bref. Je vous ai dit, cet article est quand même extrêmement long, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il est intéressant. J'espère qu'il vous aura intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube, et on se retrouve pour d'autres aventures. Attention, please.